Merci beaucoup, Monique. Je vais prendre une approche passablement différente de celle des deux premiers orateurs. Comme vous savez, les professeurs ont tendance à toujours penser en termes de cadre théorique. Alors, je vais commencer avec une espèce de cadre qui nous permettra peut-être de comprendre un peu mieux où on en est aujourd'hui comme communauté francophone au Manitoba et où on peut peut-être se diriger. Alors, j'espère que ça va bien fonctionner. Alors, c'est un cadre d'analyse. Je me base un peu sur des écrits de Ingrid Roy, qui est avocate spécialiste du droit international des minorités partout dans le monde. Alors, elle part d'une perspective globale, littéralement globale, universelle. Et elle définit 3 types de droits minoritaires, grosso modo. Alors, au minimum, en droit international, l'État doit assurer que les minorités sur leur territoire puissent parler leur langue et préserver leurs traditions et leurs coutumes. Alors, ça, c'est le niveau personnel et privé, vie privée. Dans un deuxième temps, l'État doit protéger des minorités et les aider à maintenir leur langue et leur culture. Alors, au Canada, ça devient déjà problématique, comme vous pouvez le deviner, parce qu'il faut distinguer entre minorités de langue officielle et les autres minorités, qui n'ont pas les mêmes droits. Alors, ça crée, on revient un peu à l'argument de M. Anstett par rapport aux minorités qui sont peut-être tout ensemble, toutes minorités confondues, la majorité au Manitoba. Alors, ces minorités-là ont peut-être des valeurs différentes ou passablement différentes de celles de la minorité francophone, qui, elle, quand même, a l'histoire et la Constitution de son côté. Alors, c'est tout un autre débat. Alors là, on parle d'un deuxième niveau de droit, ce sont des droits de protection ou encore ce que j'appelle moi-même bilinguisme de protection. Alors, dans un troisième temps, une fois le bilinguisme de protection assuré, on doit considérer l'obligation de l'État d'adopter des mesures législatives ou autres pour assurer les droits de participation des minorités ou encore le bilinguisme, ce que j'appelle le bilinguisme de participation. Ce niveau est le moins développé au Canada, surtout en ce qui a trait aux minorités francophones. Définition du bilinguisme de participation. Vous vous demandez peut-être de quoi je parle. La minorité linguistique doit pouvoir participer non seulement dans l'élaboration des lois la touchant, mais aussi dans les institutions de gouvernance. Donc, ça va très loin. Et je vous rappelle que cette catégorie de droit a une base dans le droit international. Alors, très important. Alors, le bilinguisme de protection, prenons un pas en arrière encore. On a bien des exemples au Manitoba. La mise sur pied et le maintien des écoles françaises. Alors, on a passé à travers plusieurs étapes. Roger y a fait allusion. D'abord, des écoles anglaises avec un cours de français durant les années 50. École française séparée catholique et enfin, école publique française. Service en français à la population francophone. Extension du droit de parler français à la maison au domaine public. Services gouvernementaux, en autres mots, fournis à la minorité francophone. Création du centre culturel franco-manitobain pour protéger le droit de la minorité officielle de maintenir et de développer sa culture. Donc, on a maintenant éducation et culture. Médias francophones, toujours dans le but de maintenir la langue et la culture française. Alors, les médias sont acquis depuis assez longtemps au Manitoba français. Bilinguisme de participation, alors c'est là que ça devient intéressant. Il faut, et ici je cite Ingrid Roy, il faut assurer que les membres de la minorité puissent prendre une part effective aux décisions qui les concernent ou qui concernent les régions où elles vivent. Deuxièmement, assurer la participation des personnes appartenant aux minorités à la vie culturelle, religieuse, sociale, économique et publique. Troisièmement, assurer leur pleine participation au progrès et au développement économique de leur pays. Encore une fois, ces principes-là sont enracinés dans le droit international.
Alors, bilinguiste de participation au Manitoba, les acquis. Alors, je me suis surpris moi-même en appliquant ce cadre d'analyse pour me rendre compte qu'on a fait passablement de chemin dans le bilinguisme de participation. Et je vais vous donner quelques exemples. L'Association des municipalités bilingues du Manitoba. Alors, les 17 municipalités de l'association regroupent des communautés de langues officielles en situation minoritaire où l'usage du français est reconnu comme une valeur ajoutée au niveau économique, social et culturel. Alors, ça établit aussi des liens et une influence directe de la minorité auprès des décideurs municipaux. Par exemple, il y a tout un débat aujourd'hui concernant le fusionnement des municipalités. Et l'Association des municipalités bilingues est un acteur actif dans ce débat-là qui va toucher la gouvernance future des minorités francophones, surtout en milieu rural. Ensuite, il y a le Conseil de développement économique des municipalités, le CEDEM, créé en 1996. Le CEDEM est le moteur du développement économique dans les 17 municipalités bilingues du Manitoba, avec mission de stimuler, encourager, appuyer et coordonner le développement économique dans les communautés de l'Association des municipalités bilingues. Les acquis, alors j'appelle ça des acquis parce que ça existe, et ça existe déjà depuis assez longtemps. Il y en a qui sont plus récents, là, comme l'ANIM. Alors, l'Agence bilingue d'échanges commerciaux du Manitoba, l'ANIM. Lien direct, l'ANIM a la grande caractéristique d'avoir établi des liens directs auprès des décideurs économiques du Manitoba, gouvernementaux et secteur privé confondus. L'ANIM a mené à l'organisation de Centralia, qui puis ses racines à même le forum de renommée internationale Futuralia, qui a mis en contact des milliers d'entreprises depuis sa création en 1990. Alors, l'événement Centralia a eu lieu à Winnipeg en 2012. Quelle est la signification de ça? Bien, ça a établi des liens économiques entre francophones manitobains et le monde international des affaires. L'ANIM et Centralia ont eu une forte influence sur la création d'un World Trade Center bilingue à Winnipeg en 2012. Consolidation ici, alors c'est encore, je crois, bilinguisme de participation, consolidation de liens entre francophones et anglophones manitobains dans le développement économique, carrément, et encore une fois, on est en train de tisser des liens avec les gouvernements, alors sur 2 ou 3 paliers. Acquis, encore une fois, participation structurelle des francophones manitobains dans des organismes tels la Manitoba Teacher Society, via les éducateurs francophones du Manitoba, l'Association des conseils scolaires du Manitoba, via la division scolaire franco-manitobaine. Alors, ces organismes-là, très puissants, évidemment, au niveau provincial, exercent une influence plus ou moins directe auprès du ministère de l'Éducation. Il y a des relations de communication qui sont officielles et auxquelles participent les francophones de façon structurée. Le dernier exemple que je cite, on peut en trouver d'autres, soit dit en passant, le Centre de santé Saint-Boniface. Alors, gestion directe de soins de santé dans la communauté francophone, dans un établissement juste à côté de l'hôpital général de Saint-Boniface, un des 2 plus gros hôpitaux du Manitoba. Alors, c'est une création de l'USB, de notre université ici, de la Corporation catholique de la santé du Manitoba et la Société franco-manitobaine. Alors, le centre, maintenant, a une 30aine d'employés. Encore une fois, grand avantage, c'est que ce centre-là établit des liens plus ou moins directs avec les gouvernements. Alors, recul récent, malheureusement, je dois souligner certains reculs, surtout aux coupures de M. Harper. Les coupures budgétaires fédérales successives peuvent freiner ou même faire reculer des avances sur les 2 plans du bilinguisme de protection et celui de participation. Exemple, au niveau du bilinguisme de protection, réduction récente, je pense que c'est arrivé l'an passé, des activités de Service Canada au Centre de services bilingues de Saint-Boniface. Alors, coupures de services qui sont passées de 5 jours, donc la semaine normale, à 2 jours seulement, au sein du Centre de services bilingues de Saint-Boniface. Encore une fois, c'est un exemple. Un deuxième exemple, je pense beaucoup plus grave, celui-ci.
Abolition du rôle provincial dans la gestion du programme des candidats des provinces. Alors, c'est les candidats à l'immigration, qui est un programme extrême qui a rencontré énormément de succès au Manitoba, sous la gestion directe de la province du Manitoba depuis très longtemps, de nombreuses années. Alors, dans l'évolution de la gestion de ce programme-là, des liens étroits avaient été développés entre la province et l'ANIM, ainsi que l'accueil francophone dans la gestion du programme. Donc, les francophones étaient consultés de façon structurelle, si j'ai bien compris, par le gouvernement provincial dans le choix des immigrants ou au moins dans l'établissement des politiques gouvernant l'immigration au Manitoba. Et il faut souligner que depuis 10 ou 15 ans, 7% environ des immigrants au Manitoba sont francophones, donc au moins 2 fois le pourcentage de la minorité francophone au Manitoba. Et ça, c'est disparu parce que maintenant, le programme est géré directement par Ottawa et la communauté francophone, l'ANIM et l'accueil francophone n'ont, à ma connaissance, aucun rôle dans la gestion de ce programme-là, qui est un programme stratégique pour l'avenir de la communauté. Défis futurs, à mon avis, alors je vous lance 2 ou 3 idées, vous pouvez vous servir de votre imagination. Ici, c'est la porte est grande ouverte sur ce qu'on peut imaginer en termes de participation à la gouvernance au Manitoba. Alors, augmenter progressivement les espaces de participation francophone dans tous les domaines. Alors là, on peut penser à l'ensemble de l'appareil gouvernemental, je pense surtout au niveau provincial. Le fédéral est plus loin, le provincial et les municipalités, évidemment, sont plus près de nos communautés sur une base quotidienne. Alors, des exemples prioritaires, encore une fois, là, on pourrait en débattre longtemps. Santé, alors l'hôpital de Saint-Boniface, il y a un conseil d'administration, évidemment, à l'hôpital de Saint-Boniface, où il y a présentement un grand nombre de francophones. Je ne connais pas le pourcentage exact, mais c'est probablement alentour de la moitié. Ça n'a pas toujours été le cas et ce n'est pas légiféré. Et je ne pense pas même que ce soit dans les règlements de l'hôpital qu'il y ait un certain nombre de sièges qui soient réservés à la communauté francophone. Alors ça, c'est le genre de choses auxquelles je me réfère. Il me semble qu'il faudrait y voir et il faudrait peut-être qu'il y ait soit une modification législative ou au moins une adoption d'un règlement au niveau de l'hôpital général de Saint-Boniface pour s'assurer qu'il y aura toujours un certain pourcentage de francophones. Dans les offices régionaux de la santé touchant les districts bilingues, ça ne veut pas dire tous les offices régionaux de santé, mais ceux où il y a des francophones en nombre, j'hésite de dire en nombre suffisant, mais où il y a un certain nombre de francophones. Et aussi les services sociaux pour assurer la dimension francophone. Services à la famille, par exemple, je pense, il me semble que c'est intéressant, ou important même, de structurer une participation francophone dans l'offre de ces services-là. Ensuite, finalement, il y a le projet de loi S-211 de la sénatrice Maria Chaput qui est en train de faire son chemin. Je suis très sceptique quant à les possibilités que ça soit éventuellement adopté parce que ça vient du Sénat et ça vient de membres de l'opposition en plus, mais sait-on jamais. Alors, il s'agirait de mettre à date la partie 4 de la loi sur les langues officielles. Et je vais conclure là-dessus plus ou moins. Alors, il y a quand même des défis internes à la communauté et je pense que ce serait le temps de commencer à penser en termes de revitalisation de la communauté francophone manitobaine. Je ne sais pas exactement comment le faire. Je sais que je ne suis pas le seul à penser ça pour avoir parlé à bien des gens au cours des années. Alors, une idée, peut-être, ce serait de rassembler à tous les 5 ans tous les organismes de la francophonie en coordonnant leurs AGA. Ça pourrait être des rassemblements quinquennaux. Alors, ce qui arrive à l'heure actuelle, c'est chaque organisme. Au début, lorsqu'on avait l'AECFM, il y avait essentiellement un organisme. On faisait des ralliements de 400, 500, des assemblées annuelles de 400, 500 régulièrement, des grands congrès où il y avait 1000, 1200 personnes. Et progressivement, à mesure que la communauté s'est développée, s'est spécialisée, on a développé toute une série d'organismes
qui font chacun dans leur coin des AGA où ils attirent 50, 75, 100 personnes. Je pense que la dernière assemblée AGA de la SFM a attiré quoi, une centaine de personnes? 75, 100 personnes. Alors, une des raisons pour ça, c'est qu'il y a justement 30 ou 40 autres organismes qui font chacun dans leur coin leur AGA. Donc, finalement, on n'a pas de sens vraiment d'une collectivité vraiment cohérente, diversifiée, multiple et à vocation multiple aussi avec cette grande diversité-là. Alors, c'est juste une idée, mais je pense qu'il faudrait commencer. Et il y a des précédents. Je suis content que Roger a parlé du rallye du Manitoba français. Ça a été la première et le dernier exemple, je pense, dans l'histoire contemporaine là, de la communauté franco-manitobaine dans cette direction-là. Alors, il faudrait peut-être commencer à raviver cette idée-là ou peut-être d'autres idées, moderniser cette idée-là et peut-être l'appliquer. Alors, je lance une idée concrète. Alors, ma conclusion globale, je pense que je vais être le seul qui a respecté 15 minutes. Hein, soit dit en Monique? Donc, il y a eu énormément de chemin parcouru depuis 1963. C'est assez extraordinaire pour des vieux de la vieille comme nous, Roger et moi en particulier, et Gérard. Je ne parle pas des très vieux, là. Je parle qui savent ce que c'était de vivre en 1964 dans la communauté franco-manitobaine où il y avait à peu près pas d'école française. Les écoles françaises qui existaient étaient des écoles catholiques, donc un peu en cachette, là. Le français s'enseignait en cachette aussi déjà à cette époque-là, durant les 60. On est parti de là, puis en 1994, on a eu la DSFM, mais c'était inimaginable en 1963, et ça a pris, entre autres, l'adoption de la Charte des droits et libertés de 1982 et toute une série de jugements de la Cour suprême qui ont fait que, finalement, la division scolaire franco-manitobaine a pu être créée. Et je dirais qu'il ne faut pas négliger la Charte des droits et libertés comme produit de la commission BB. On a parlé beaucoup de la loi sur les langues officielles, la création du bureau du commissaire, mais plus tard, il y a eu l'adoption de la Charte des droits et libertés qui a transformé de façon encore plus fondamentale, je pense, la vie des minorités francophones. Alors, les défis sont très différents aujourd'hui, compte tenu de tous les acquis dans les domaines prioritaires, surtout du côté du bilinguisme de protection. On a accompli à peu près, je pense, je ne sais pas, vous allez peut-être me contester, certains d'entre vous, là, accompli à peu près tout ce qu'on peut accomplir dans ce domaine-là. Mais par contre, il reste beaucoup à accomplir du côté du bilinguisme de participation. Alors, c'est ça ma présentation. Merci beaucoup.